Très heureuse de vous retrouver pour le second et dernier volet de notre émission sur l'ouvrage intitulé Nicolas Grunitzky, 1913-1969, le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Document de 6 chapitres, nous avons épulché les 4 premiers consacrés à l'enfance, les études, l'entrée précoce dans l'administration coloniale, l'entrepreneuriat et les premiers pas en politique de Nicolas Grunitzky. Cette mi-journée, nous allons aborder les 2 derniers qui évoquent le tandem Nicolas Grunitzky-Antoine Méati et la chute du président, son exil et sa mort. Même sujet, mêmes invités et surtout co-auteur de cet ouvrage. À ma gauche donc, vous avez M. Joseph Kofinou Tepe Tigé, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Et à ma droite, M. Kamla Kouzon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Kara. Bonjour chers invités. Bonjour. Et merci d'être une fois encore là. Avant de poursuivre donc notre parcours, nous allons rappeler en quelques mots qui était Nicolas Grunitzky et son parcours de 1913 à sa prise de pouvoir en 1963. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Nous dirons que Nicolas Grunitzky est parti de ces métis qui ont eu à diriger le Togo. Son père, avons-nous dit, est un juif polonais qui est arrivé sur les côtes ouest africaines à partir de 1879. Alors, la malchance pour lui, c'est qu'il naquit pendant que son père est décédé, puisque son père décède le 10 juin 1912. Alors, son enfance n'a pas totalement été heureuse à partir du moment où il perdit son père avant même sa naissance. Malgré ça, il s'est armé de courage pour faire des études. Rappelons qu'il fait partie d'une fratrie de 11 enfants, puisque son père avait plusieurs femmes. Il fait ses études primaires ici au Togo et à partir de 1928, il eut la chance d'avoir une bourse qui l'amène en France. De 1928 à 1937, il a fait ses études en France. Nous avons dit la dernière fois que lui-même, en quittant le Togo pour la France, il pensait devenir médecin. Mais la bourse qu'il a obtenue l'a plutôt orienté vers les mathématiques et l'ingénierie. C'est ce qui a fait qu'à la fin de ses études, il a été diplômé en ingénierie. Il est devenu donc ingénieur pont et chaussée. Alors, à la fin de ses études, il pouvait rester en France, mais il décide de retourner en Afrique. Et son premier poste, c'était au Dahomey. Il y exerça et, comme le collègue Cousin l'a dit la dernière fois, il a supervisé la construction du pont qui relie Porto Novo à Cotonou. Alors, il passa juste 1 an là-bas. Il décide de revenir au Togo et s'est engagé également aux côtés de l'administration. Mais 1 an plus tard, en 1938, il décide de se marier. Et celle qu'il choisit s'appelait Vinolia. Elle aussi métisse. Elle aussi métisse, puisque son père, c'est un certain Joseph Baïta. Okay? Et ce qui est curieux par rapport à ce mariage-là, c'est que Baïta Vinolia était la responsable, si vous voulez, du magasin Lady Store de Dina Grunitzky. Donc, une employée au service du couple Sylvanus Olympio. C'est pour cela que nous avons dit que le mariage entre Vinolia Baïta et Nicolas Grunitzky a été quelque peu arrangé par le couple Sylvanus Olympio. Alors, 1 an après le mariage, il a été mobilisé pour aller combattre aux côtés de la France au Sénégal, puisqu'il a été envoyé à Saint-Louis
Je précise qu'il avait la nationalité française et nous avons dit la dernière fois que tout cela montre le niveau de patriotisme que le jeune Nicolas Bruniski avait à l'époque. Il a combattu pendant 1 an et après, il revient au Togo en 1940. Là, sont battus l'Allemagne que son papa avait servi. Exactement. Il a combattu l'Allemagne nazie que son papa avait servi. Puisque lui, il est devenu français pour avoir fait ses études en France et pour avoir eu à obtenir la nationalité française. C'est ça aussi le paradoxe de l'histoire. Voilà. Et donc, il revient et il s'engage également dans la vie active. Il a été recruté comme ingénieur des ponts et chaussées. Il a travaillé aux travaux neufs, au chemin de fer, et il a été, même à un moment donné, directeur de l'école professionnelle de Sokoré. Mais à partir de 1944, il prit la décision de s'engager en politique. Il devient le secrétaire général d'un mouvement ouest-africain qui avait sa représentation ici au Togo qu'on appelle le Combat. Et ce mouvement avait en ligne de mire les nationalistes qui luttaient pour l'indépendance immédiate et qui voulaient créer un Eveland, un territoire sur lequel, pensait-il à l'époque, tous les évéphones devaient pouvoir se retrouver. Alors, cette prise de position a certainement contenté l'administration coloniale puisque 2 ans plus tard, il a été promu secrétaire général du Parti togolais du progrès, PTP. Et c'est au cours de la même année, en 1946, qu'il se positionne comme candidat à la députation pour représenter le Togo au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française. Il a été un candidat malheureux parce qu'il a été battu par le docteur Martin Akou. Cet échec l'a mécontenté. Il n'a pas su supporter cet échec-là puisque, à partir de 1949, il va décider de se retirer carrément même de la vie politique. Il va aller créer même sa propre entreprise et parce qu'il se disait que s'il se retire de la politique et qu'il reste au service de l'administration, cela pouvait lui donner quelques soucis. Et donc, il crée son entreprise et il exerce, mais en 1951, au moment de renouveler le poste de député à l'Assemblée nationale française, il se décide à revenir en politique. Ses détracteurs n'ont pas bien apprécié ce retour en politique parce qu'ils estimaient que c'était de l'opportunisme politique. Et d'ailleurs, l'administration coloniale même n'avait pas admis ce retour en politique puisque le gouverneur ou le commissaire de la République de l'époque, Yves Digo, avait tout fait pour avoir des candidats à positionner. Nous avons dit la dernière fois qu'il y avait Derman Ayeva et le docteur Pedro Olympio que Yves Digo voulait positionner. Mais, vous savez, en cette période-là, il était question aussi de ne pas se mettre à dos les bastions électoraux de l'administration coloniale. Et en termes de bastions électoraux, à l'époque, il y avait le nord et il y avait le sud-est. C'est pour cela que les chefs traditionnels de la partie sud-est du Togo, notamment Messavi Agbezourlon, Kalipé et le chef de Kouvé, ont fait du lobbying autour de la candidature de Nicolas Bruniski en disant, écoutez, donnons-lui une seconde chance et cette fois-ci sera la bonne. Et c'est comme ça que Yves Digo, la mort dans l'âme, a accepté la candidature de Nicolas Bruniski. Alors, heureusement, il a battu son adversaire et il siège au Palais Bourbon. En 1956, il devient Premier ministre de la République autonome du Togo. En 1958, il fut élu député de la circonscription d'Atapamé. Malheureusement, son parti, les progressistes, n'ont pas eu à avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des députés. Et donc, il dut passer le témoin de Premier ministre à son beau-frère, Sylvanus Olympio, et prit le chemin de l'exil. Il va aller rester au Dahomey de 1958 à 1963
Et c'est à la faveur du coup d'État du 13 janvier 1963 qu'on a dû le rappeler pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Voilà ce que nous pouvons rappeler par rapport à son cheminement. Et nous sommes maintenant sur les rails de notre émission. Alors, Dr Couson, et démobilisés, ils servent d'abord l'administration coloniale au Dahomey. Quels étaient ces liens avec le Dahomey? Pourquoi ne pas servir le Togo tout de suite? Ces liens avec le Dahomey, sûrement qu'il a trouvé l'occasion là, le marché, pour pouvoir mieux exercer au Dahomey, surtout que le Dahomey, tout comme le Togo, était en quelque sorte des zones où la gestion française exerçait. Est-ce qu'il avait le choix? Oui, il pouvait rester au Togo, mais est-ce que les conditions lui permettaient de rester sur place, surtout qu'il n'était pas en bon terme avec son beau-frère et avec les autres tendances politiques. Ce que je veux ajouter, c'est que, comme je viens de le dire, Nicolas Brunelleschi a déjà fait l'expérience du Dahomey. Il y a travaillé en 1937. Et sûrement, il a gardé des liens étroits avec les dirigeants de ce territoire-là. Alors, il choisit d'aller là-bas pour des raisons aussi professionnelles. Parce que pendant cette période-là, il y avait une série de réalisations de construction, puisque c'est un ingénieur pont et chaussée. Il y avait une série de chantiers qui étaient ouverts là, au Dahomey. Donc, il s'est dit sûrement qu'il va trouver à s'employer. Il pouvait aller au Ghana aussi, puisque son, son alter ego, entre guillemets, Antoine Idrissou Méati, lui, quand il devait choisir de partir en exil, après le chenet du Ghana. Voilà, on en vient donc au tandem Nicolas Kroniski-Antoine Méatier et c'est le 5e chapitre de votre document. Qu'est-ce que ce tandem ou ce duo vous évoque? Bien, il faut dire que les deux étaient du côté, si on peut le dire ainsi, de l'administration coloniale, puisqu'ils ont choisi être avec Miati, qui est du côté de l'UCPN, Union des populations du Nord, et Nicolas Grunitzky, qui était du PTP, Parti Togolais du Progrès. Mais les deux, parce que pour des raisons politiques, s'entendaient. Et je me rappelle que dans le gouvernement de Nicolas Grunitzky, dans le cadre de la République autonome, il était ministre de l'Agriculture. Ça veut dire qu'il posait quand même la politique de Nicolas Grunitzky. Mais sur le plan du tempérament, hein, les deux ne pouvaient pas tellement s'apprécier. Surtout que après les élections de 1958, qui a vu la victoire des nationalistes, à partir de ce moment, Méati estimait être en quelque sorte le leader de l'opposition. Et Nicolas Grunitzky comme son agent, bien son vice. Donc pour lui, en réalité, du moment où jusque-là, Nicolas Grunitzky a déjà exercé le poste de Premier ministre, au moins il revenait quand même après aussi à son niveau d'être au perchoir pour exercer le pouvoir. À partir de ce moment, les deux, disons, se faisaient, début juillet, ne s'entendaient pas trop, mais pour des raisons politiques, se retrouvaient ensemble pour pouvoir évoluer jusqu'en 1966, où il y aura une crise entre Nicolas Grunitzky et Méati, parce que, si vous le permettez, parce que à l'absence de Nicolas Grunitzky, Antoine Méati prend la décision de démettre Maman Fosseni, et cela a provoqué une crise au sein du gouvernement qui va mener une crise des marches pour demander la démission de Nicolas Grunitzky. Tout a commencé le 17 novembre et c'est par là que finalement l'armée va intervenir pour prendre le pouvoir. Ouais, je reviens au duo Nicolas Kroniski-Antoine Méatier. Est-ce que à cette époque, le Togo était déjà prêt à avoir un duo au sommet de l'État? Alors, je pense que il faut contextualiser les faits. En optant pour le Doumvira, c'était pour régler un problème politique. Et ça, tout le monde le sait parce que le problème avait déjà commencé avant même le coup d'État. J'ai dit tantôt que après les élections
de 1958, Antoine Idrissou Meachi et Nicolas Grunitzky, chacun de son côté, est parti en exil. Meachi était du côté ghanéen et Grunitzky du côté dahoméen. Alors, Meachi au Ghana n'avait pas cessé d'envoyer des messages forts au Togo. C'est-à-dire qu'il jouait pleinement son rôle d'opposant politique contestataire du régime de Sylvanus Olympio depuis son exil. Et lorsque le coup d'État est intervenu, l'armée a d'abord fait appel à Antoine Meachi pour venir prendre le pouvoir. Donc, Antoine Meachi quitte le Ghana dans la posture de futur président de la République togolaise. Mais en même temps, la dernière fois, comme nous l'avons dit, il y a eu toute une diplomatie de couloir autour de Nicolas Grunitzky. Et en ligne de mire, il y avait Hubert Maga, le président dahoméen, qui a pris le devant de cette diplomatie-là. Et dans l'ouvrage, nous l'avons dit clairement que Hubert Maga a convaincu Nicolas Grunitzky à venir prendre le pouvoir. Dans un premier temps, il n'avait pas accepté, mais suite aux échanges qu'il a eus avec Hubert Maga, il a fini par accepter. Donc lui aussi, il arrive à Lomé en posture de président. Les deux arrivent et sûrement avec l'intervention de la France, on a dû temporiser les ardeurs des uns et des autres et on a demandé à Nicolas Grunitzky de prendre le devant. Maintenant, face à une telle situation où Antoine Meachi pense que sous la Première République, le pouvoir avait été géré par les hommes du Sud à la faveur du coup d'État. Pour faire justice aux gens du Nord, il faut que le pouvoir retourne au Nord, enfin, aille au Nord. Et c'était sa vision des choses et sa lecture des faits. On a dû lui mettre la pression pour qu'il accepte. Alors, dans un tel contexte, il fallait trouver une formule politique pour ne pas mécontenter les deux. C'est pour cela qu'il a été pris la décision de créer le Doumvira pour que Nicolas Grunitzky prenne la tête du pouvoir et qu'il se fasse seconder par Antoine Idrissou Meachi. Donc, la question de savoir si le Togo était suffisamment mature à l'époque pour aller vers un Doumvira, je dirais que ce n'est pas forcément une question de maturité, mais c'est un problème qui s'est posé et il fallait trouver une solution et c'est pour cela que l'on a opté pour le Doumvira. Et dans la constitution du 5 mai 1963, c'est l'article 22 qui règle le problème, qui dit clairement que le poste de président revient à celui qui sera élu président et le poste de vice-président revient à celui qui sera élu vice-président. Et la Constitution a délimité les pouvoirs des uns et des autres pour éviter justement qu'il n'y ait pas d'interférence en termes de gestion de l'État. Mais vous savez, quand vous avez un président d'une certaine mollesse avérée comme Nicolas Grunitzky, assez effacé, et vous avez un vice-président qui est très bouillant comme Antoine Idrissou Meachi et que vous les mettez tous deux ensemble, on ne pouvait qu'avoir ce qu'on a eu à la tête de l'État. Voilà, on en vient maintenant au cinquième et dernier chapitre qui évoque la chute à l'amiable de Nicolas Grunitzky. Sixième et dernier. Donc, chute à l'amiable, une chute à l'amiable. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Chute à l'amiable. Oui, une chute à l'amiable, en ce sens que on peut entendre certaines négociations. C'est brutal. Et en même temps, on ajoute à l'amiable. Et il y a eu une sorte de négociation parce que dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, il y a eu une rencontre entre Étienne Eyadéman et le président de la République Nicolas Grunitzky. Il y a eu des discussions
Et à la suite des discussions, le chef d'état-major, Etienne Adema, est venu annoncer que le président va démissionner. Donc, c'est le chef d'état-major qui annonce que le président de la République, ministre de la Défense, va démissionner. Et c'est là, sur cela que le président est venu annoncer qu'il démissionne parce que l'armée a jugé bon, La même journée. 4 ans après, qu'il va reprendre les choses en main et qu'il part la tête haute et sort de regret de quitter le pouvoir. Donc, il y a eu négociation, donc on peut dire à l'amiable, pour dire vous partez. Il pouvait refuser. Il peut dire je n'accepte pas partir, mais il a accepté malgré lui. C'est comme disons, c'est une chute à l'amiable, une chute parce que l'armée a évoqué un certain nombre de raisons, notamment la confusion politique qui régnait, qui pouvait amener à une sorte de guerre civile, et aussi il y a les raisons liées à l'économie parce qu'on estimait qu'il y a eu déficit budgétaire. Il faudrait régler ce problème-là. Donc, on tendait vers la catastrophe et aussi le pays était menacé. Il fallait arrêter là. Et dans la discussion, Nicolas a fini par accepter laisser le pouvoir pour que l'armée remette le pays sur les rails. Ah. Donc, c'est Et je reviens sur la même question. C'est-à-dire, si au sommet de l'État, il y avait déjà cette mésentente, est-ce qu'il fallait les laisser continuer? Est-ce qu'il fallait laisser poursuivre? Non, je pense que c'est ce qui a conduit logiquement à la chute dont nous parlons. Et je pense que, comme nous venons de le dire, le Doumvira a été les origines lointaines de cette chute-là. Parce qu'à un moment donné, la situation était vraiment délétère. Ajoutez à cela, en juillet 1964, Nicolas Grunitzky décide de démettre Emmanuel Bojolé, qui était à l'époque le chef d'état-major, tollé général au sein de l'armée. Parce que Emmanuel Bojolé, à un moment donné, a commencé à critiquer vertement la gestion de Nicolas Grunitzky. Il dit qu'il constate avec regret que Nicolas Grunitzky, au lieu de travailler au développement de tout le Togo, s'emploie à développer le Sud au détriment du Nord. Vous voyez, la question Nord-Sud, elle est encore présente ici. Et donc, Nicolas Grunitzky dit, mais c'est toi le chef d'état-major et tu es supposé être à mes ordres. Mais que tu te mettes dans la posture de quelqu'un qui me critique, je n'admets pas ça. Et il commet l'erreur de le démettre et ça a créé un tollé. Il a fallu même l'intervention d'Étienne Adema à l'époque pour calmer les ardeurs. Et après, c'est Adema qui devient le chef d'état-major. En dehors de cela, en 1966, dans la logique des méfaits du Doumvira, c'est pour cela que je me dis que le Doumvira en question, c'est la mauvaise des trouvailles que les politiques ont pu, mettre dans la Constitution à l'époque. Le PUT, le parti de l'unité togolaise, qui était dans l'opposition, qui était représenté par Noé Koutouplu, avait fait comprendre à Antoine Idrissou Meati qu'ils vont renverser le pouvoir en sa faveur. C'était un marché de dupes. Et Idrissou Meati y a cru, a accepté de se mettre du côté de Noé Koutouplu et des opposants. Nous étions en novembre 1966. Il y a eu un mouvement gigantesque qui avait pour objectif de renverser le pouvoir de Nicolas Grunitzky. Ils ont même tenté d'aller sur les ondes pour dire que Nicolas Grunitzky a démissionné. C'est alors qu'une faction de l'armée est intervenue, conduite par Etienne Adema, pour remettre le pouvoir à Nicolas Grunitzky en lui demandant d'aller faire un contre-discours pour dire que la situation est sous contrôle. Mais honnêtement, pour Nicolas Grunitzky lui-même, il savait qu'il y avait un malaise. Voilà pourquoi, lorsque celui qui l'a aidé à remettre en selle son pouvoir après novembre 1966, lui demande, maintenant il est temps de laisser le pouvoir, il n'avait plus le choix.
C'est pour cela qu'il a accepté. Mais quand on suit bien, on scrute, on analyse le discours qu'il prononça en disant, mais écoutez, il y a 4 ans, devant les heures graves du Togo, en faisant allusion au coup d'État de 1963, vous m'avez fait appel, je suis arrivé et pendant tout ce temps, je me suis mis au service de la nation en ne privilégiant que l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, il est temps que je laisse le pouvoir, mais je pars la tête haute en estimant que j'ai fait ce que je devais faire. Quand on scrute bien ce discours, tout le monde sait que, en fait, c'était un discours politique, parce que nul n'est dupe. Puisque lorsque Eyadema va venir après le 14 avril 1967, il va faire un diagnostic de la situation politique et il va dire que la réconciliation nationale pour laquelle Nicolas Brunelleschi a opté, s'est battu, et la cohésion nationale et tout cela est à refaire de la faute des rivalités politiques. Donc, cela veut dire que Nicolas Brunelleschi, qui se prenait pour l'apôtre de la réconciliation nationale, n'a pas forcément réussi à réconcilier les Togolais au moment où il part du pouvoir. Alors, face à cette réalité, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il disait en insistant sur le fait que sa mission est accomplie et qu'il part la tête haute. Donc, vous voyez, c'est cette analyse fine que je fais qui m'amène à dire que c'était un discours politique, puisque après, on s'est rendu compte que les Togolais étaient divisés, ce qui va amener Eyadema d'ailleurs à mettre fin à l'exercice des partis politiques et à procéder à un appel historique le 30 août 1969 qui va déboucher à la création du Rassemblement du peuple togolais suite au congrès de Lomé du 28 au 30 novembre 1969. 2 ATG. Ensemble, Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.